145 drones russes lancés sur l'Ukraine, 70 drones ukrainiens lancés sur Moscou. Les raids massifs d'avions sans pilote continuent entre les deux belligérants, en établissant presque à chaque attaque des nouveaux records. Et en parlant de records, c'est le mois d'octobre qui a été particulièrement remarquable, puisque la Russie a réalisé des gains territoriaux records, mais au prix de pertes apparemment jamais vues jusque-là. En tous les cas, près d'une semaine après la réélection de Donald Trump à la présidence américaine, on semble être bien loin de cette dynamique de résoudre la guerre en 24 heures. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je voulais revenir avec vous sur quelques points marquants des évolutions militaires, notamment les attaques de drones, les changements territoriaux, mais aussi les premières indications que l'on a sur l'approche de la future administration Trump par rapport au règlement de la guerre. Donc cette nuit entre le samedi 9 et le dimanche 10 novembre, l'Ukraine a été visée par 145 drones russes. C'est une quantité record. La défense antiaérienne ukrainienne en a abattu une soixantaine. Des immeubles ont été touchés à Odessa, mais les engins qui se dirigeaient vers Kiev n'ont pas atteint leur cible, soit qu'ils se sont perdus en race campagne, ou bien qu'ils sont passés au Bélarus ou même en Moldavie. Malgré cette quantité impressionnante de drones, ce n'est évidemment pas la première fois. Les attaques aériennes sont quasi quotidiennes en Ukraine et la Russie utilise de plus en plus ces raids massifs de drones pour frapper des infrastructures militaires, civiles ou énergétiques en Ukraine. Ce qui remplace les tirs de missiles balistiques, ce qui ne veut pas dire que la Russie n'en a plus de ces missiles, mais probablement qu'elle les garde en réserve pour une grosse attaque sur des infrastructures énergétiques, probablement quand les températures seront encore plus tombées. L'Ukraine n'est pas en reste. Hier, samedi 9 novembre, elle a envoyé une cinquantaine de drones sur des régions frontalières russes. Et aujourd'hui, dimanche 10 novembre, c'était 70 drones qui se sont dirigés vers Moscou. Ils ont atteint quelques cibles non identifiées, on a vu des vidéos de nuages de fumée circuler sur les réseaux sociaux, et 3 des 4 aéroports de Moscou ont dû interrompre leur vol pendant plusieurs heures. Donc quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est presque de la routine, mais si l'on remet ça dans le contexte de l'invasion depuis 2022, c'est quand même un sacré accomplissement pour l'Ukraine. Kiev mise aussi beaucoup sur l'utilisation de ces avions sans pilote, de ces drones. Selon le haut commandement militaire ukrainien, en octobre, ils auraient visé 52 000 cibles. 52 000 cibles, c'est un chiffre impressionnant, impossible à vérifier, mais donc il inclurait les raids comme celui sur Moscou ce matin, mais aussi les opérations le long des lignes de front, et donc contre des véhicules, mais aussi contre des individus. L'Ukraine, elle utilise aussi peu de missiles, mais elle, c'est parce qu'elle en a très peu à disposition, même si Volodymyr Zelensky a récemment déclaré que le pays a produit ses 100 premiers missiles, ce qui reste peu, mais ce qui témoigne de l'augmentation des capacités de défense de l'Ukraine. Pour Kiev, la multiplication des productions sur son sol par des entreprises ukrainiennes est une priorité, évidemment pour augmenter ses capacités offensives et défensives, mais aussi parce que Kiev a compris qu'elle ne pouvait plus se reposer essentiellement sur les soutiens en provenance des alliés, qui sont toujours très tardifs et qui arrivent en trop faible quantité. Selon le renseignement ukrainien, par exemple, la Russie va produire en 2025 30% d'obus d'artillerie de plus que tous les États membres de l'Union européenne combinés. Évidemment, si on ajoute à l'Union européenne d'autres acteurs comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ça rééquilibre cette estimation, mais ça donne quand même une idée du rapport de force, d'autant que, évidemment, les pays occidentaux ne fournissent pas toute leur production d'obus d'artillerie à l'Ukraine. Kiev, comme Moscou, continue d'œuvrer pour augmenter leurs capacités offensives et défensives dans le temps long, et donc sans vraiment attendre de savoir si Donald Trump peut imposer une solution rapide à cette guerre. Pour l'Ukraine, c'est d'autant plus important de renforcer ses propres capacités parce qu'elle fait face à un contexte international mouvant, mais aussi à un certain nombre de déboires sur le front. Et au mois d'octobre, les Russes ont conquis 490 km² de terrain, ce qui est un record depuis les premières semaines de l'invasion en 2022. En tout, pour l'année 2024, c'est 650 km² conquis par les Russes. Et donc on voit bien une accélération au fil de l'année, notamment en octobre. Il reste encore 2 mois en 2024 et tout porte à croire que ce n'est pas fini puisque les Russes continuent de pousser leur avantage sur des villes comme Kurakhove, Kupiansk, évidemment Pokrovsk, et dans d'autres secteurs. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, l'Ukraine ne va pas s'effondrer du jour au lendemain,
Mais ce grignotage de ses positions à l'est fragilise bel et bien tout son dispositif défensif. D'un autre côté, ces gains territoriaux russes ont été réalisés au prix de très lourdes pertes humaines. Et selon le chef d'état-major des armées britanniques, Sir Tony Radakin, le mois d'octobre a été le plus meurtrier parmi les troupes russes depuis le déclenchement de l'invasion en 2022, avec environ 1500 morts et blessés par jour, ce qui ferait 45 000 morts et blessés russes en un mois. Lui et le haut commandement ukrainien estiment que les Russes ont passé la barre des 700 000 morts et blessés depuis 2022. Donc encore une fois, il s'agit d'estimations qui sont très difficiles, voire impossibles à vérifier. Ce que l'on sait de manière un peu plus certaine, c'est que le média russe en ligne Mediazona a confirmé l'identité de 77 000 morts russes. Donc ça nous donne au moins une base minimale dans nos estimations. Et les pertes ukrainiennes, elles sont tout aussi difficiles à estimer, mais elles sont bel et bien réelles. Ce qui fait qu'on en revient toujours un peu à la même question. Jusqu'à quand les belligérants peuvent-ils tenir et lequel des deux sera le premier à plier? L'Ukraine, elle résiste face à une menace existentielle pour sa souveraineté et malgré des signes palpables de la fatigue de la population, il n'y a aucun signe que le pays entend capituler. La Russie, elle s'est engagée dans une guerre qui est devenue existentielle pour le régime en place à Moscou et peut-être pour le pays lui-même. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le Kremlin met en place une stratégie d'accélération sur plusieurs fronts qui peut durer, quelles que soient les pertes, jusqu'au 20 janvier 2025, c'est-à-dire le jour de l'investiture de Donald Trump à Washington. L'idée étant de continuer à pousser son avantage, de conquérir des territoires, de fragiliser les défenses ukrainiennes, les infrastructures militaires, civiles et énergétiques du pays, et alimenter les vagues de départ de civils qui partent se réfugier à l'étranger. Cela afin que l'Ukraine soit dans une position très affaiblie quand l'administration Trump emménagera à la Maison-Blanche en janvier. On ne sait pas encore quels seraient les contours d'un plan de paix porté par Donald Trump, mais il y a une idée qui revient dans plusieurs médias, c'est celle d'un gel du conflit et du déploiement de forces de maintien de la paix européennes, sachant que l'on a aussi un conseiller de la campagne de Trump qui s'est exprimé publiquement pour dire que l'Ukraine devait être réaliste quant à sa vision pour la paix et comprendre que la Crimée était perdue pour de bon. Ce conseiller a été très vite démenti par l'équipe Trump, mais ça donne quand même une idée de l'état d'esprit qui a dû flotter sur la campagne. Bon, en vrai, on ne sait pas du tout quelle tournure ça va prendre, mais il est quasiment garanti que Donald Trump veuille obtenir des résultats rapides afin d'évacuer ce problème russo-ukrainien dès le début de sa présidence. Et on apprend ce soir, donc dimanche 10 novembre, qu'il a appelé Vladimir Poutine et qu'il l'a exhorté à ne pas escalader la situation en Ukraine, tout en lui rappelant la présence de contingents militaires américains très important sur le sol européen. Ce qui indique que Donald Trump essaye d'établir un rapport de force avec probablement la perspective de pousser Vladimir Poutine vers la table des négociations. Et là-dessus, les Européens, encore une fois, ils sont spectateurs, même si apparemment on aurait besoin d'eux pour déployer des forces de maintien de la paix dans le cadre d'un gel du conflit. Les Européens, ils ont récemment tenté de montrer leurs muscles lors d'une réunion de la communauté politique européenne et ils ont encore répété qu'ils soutiendront l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Mais on a du mal à les imaginer comme des puissances autonomes vis-à-vis des États-Unis. Et puis à l'OTAN, ça a pris 3 semaines pour condamner fermement le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie pour combattre l'Ukraine, mais aucune contre-mesure n'a été décidée. Donc on comprend que l'initiative, elle n'est clairement pas à Bruxelles, l'initiative, elle est à Washington, à Kiev et à Moscou, sachant que la Russie et l'Ukraine s'épuisent mutuellement dans une guerre d'attrition et que les logiques du conflit actuellement à l'œuvre nous promettent une prolongation de cette guerre pendant encore de très longues années. Et donc dans ce contexte, c'est effectivement le changement de leadership à Washington qui peut changer quelque chose à cette guerre dans le court terme. On suivra tout ça avec beaucoup d'attention comme toujours. Pour l'heure, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve demain.